très compétitifs, réévaluer leur monnaie, ce qui atténuait leur avantage de compétitivité. Donc, c'est comme ça que ça se passait avant. Hein. Et à partir du moment où on a décidé d'abandonner les monnaies nationales, on a abandonné l'ajustement monétaire par les monnaies dans la zone euro. Alors, très bien, ça pourrait être viable s'il y avait des mécanismes d'ajustement qui compensent l'absence de monnaie, d'ajustement par les monnaies. Quels sont ces mécanismes d'ajustement? Là, il y a toute une théorie qui a été élaborée par des économistes, ça s'appelle la théorie des zones monétaires optimales, je vous passe le détail évidemment, mais c'est pour expliquer comment ça marche. Mais on dit, si on abandonne les ajustements monétaires, pour que ça marche, pour qu'une zone monétaire soit viable, il faut trouver d'autres formes d'ajustement entre les pays, autrement ça va imploser. Surtout si les pays sont très hétérogènes. Quelles sont ces autres formes d'ajustement? Alors il y en a deux catégories. Un, par les prix, par les salaires. Donc, ça veut dire que les pays qui sont peu compétitifs doivent faire un effort de rigueur salariale, baisser les salaires. C'est la voie qu'on a empruntée. Demandez aux Grecs qui ont subi plusieurs baisses de salaire, et puis ce n'est pas des petites baisses de 3%, hein, c'est des baisses successives de 10 et 20%. Donc, et pareil pour les Espagnols aussi en ce moment. Hein. Bon. Donc, pour retrouver la compétitivité. Donc, c'est une déflation salariale, en fait, ce qu'on appelle une baisse des salaires. Bon. L'autre moyen aurait été de construire l'Europe pour compenser l'absence d'ajustement monétaire en créant une politique budgétaire et fiscale commune. Politique budgétaire et fiscale commune. C'est-à-dire en ayant un budget commun, budget européen, et en faisant des transferts entre les régions, d'accord, pour aller aider et industrialiser et développer les régions qui étaient en retard de compétitivité. D'accord? Et ça a été fait en partie, mais d'une manière totalement insuffisante. Pourquoi? Parce que nous avons un budget européen qui est ridiculement faible. Le budget européen est à peu près 1% seulement du produit intérieur brut de l'Europe, pour vous donner une idée. Aux États-Unis, le budget fédéral, c'est un État fédéral, hein, pour vous donner une idée, c'est 20%. 20%. Donc, on a un budget qui est ridiculement faible et qu'on a maintenu volontairement à 1%. D'ailleurs, là aussi, est-ce que vous avez lu les journaux ces jours derniers? Parce qu'il y a eu le dernier marathon la semaine dernière pour discuter du budget européen, pour essayer de trouver comment le réduire dans cette période de vache maigre. Alors, vous savez comment on va le réduire? Bon, on va attaquer d'abord la politique agricole commune, donc on va la réduire, moins de dépenses, donc moins d'aide aux agriculteurs, etc. On va laisser encore plus les marchés ajuster l'agriculture et de moins en moins organiser les filières, subventionner les productions qui sont, disons, utiles pour l'aménagement du territoire, ou bien pour qui sont moins polluantes, etc. Terminé, on réduit. J'ai fait un article la semaine dernière sur un autre aspect du budget. Il y a deux aspects tout à fait choquants dans le marathon budgétaire, qui est qu'on va décider de réduire l'aide à la pauvreté. Donc il y a un plan européen d'aide à la pauvreté, hein, qui était alors au début, qui était financé par les surplus agricoles. C'est-à-dire que la politique agricole commune générait des surplus qui étaient stockés, des surplus céréaliers, du beurre, etc., de la viande, et qui étaient revendus au profit des œuvres, si je puis dire, ou des associations dans tous les pays de l'Union européenne qui avaient, comme tous, des pauvres, hein, de la grande pauvreté. Bon, à l'heure où la pauvreté, il y a 20 millions de personnes qui sont en dessous du seuil de pauvreté dans l'espace européen à ce moment, dans l'Union européenne. À l'heure où la grande pauvreté augmente pour des raisons qui sont hélas faciles à comprendre, on pense à réduire l'aide européenne pour les programmes d'aide alimentaire. Vous vous rendez compte de la contradiction? C'est incroyable. Hein. Tout ça pour faire des économies. Deuxième programme qui est en danger, les programmes, ici certains ont certainement entendu parler, Erasmus. Alors, Erasmus, c'est des programmes européens qui permettent aux jeunes, aux étudiants, de circuler en Europe, d'aller d'une université à l'autre, donc d'aller faire une partie de ses études en France, puis après en Angleterre, puis après en Pologne, ou je ne sais pas, en Allemagne, etc. Donc d'apprendre des langues, de s'intégrer, puis aussi de devenir européen, de sentir la vie de l'Europe, de faire des échanges avec des jeunes, etc., des professeurs. Ce programme, il a failli, enfin, à un moment donné, on a dit qu'il était menacé carrément, qu'il allait peut-être disparaître. Et heureusement, il y a eu remontée au créneau d'un certain nombre d'hommes politiques, puis d'enseignants-chercheurs dont je suis, hein, on a dit c'est pas possible. C'est trop important, non seulement pour l'enseignement supérieur, mais aussi pour l'Europe, pour la construction d'un esprit européen, pour que les jeunes soient européens, il faut qu'ils puissent circuler, qu'ils
qui comprennent l'Europe, qui sachent que ce que les pays voisins, etc. Ils parlent de différentes langues européennes. Bon. Et donc, voilà où nous mène cette politique folle de réduction budgétaire et d'avoir un budget insuffisant, c'est que les programmes, le premier de solidarité, les programmes d'aide à la grande pauvreté, et 2, le programme Erasmus, qui est un peu l'investissement du futur. Quand on investit dans les jeunes, c'est finalement l'Europe de demain, hein, c'est le développement culturel, technologique de demain, etc. Eh bien, on parle de réduire ces programmes-là. Je pense on parle de les supprimer, pardon. Je pense qu'ils ne seront pas supprimés, mais qu'ils seront réduits. Mais même dans le marchandage, je vais vous dire ce qui s'est passé, c'est absolument odieux ce qui s'est passé, c'est que pour le programme d'aide alimentaire, les pays, pourtant les plus riches, l'Allemagne, je crois, l'Autriche, entre autres, et même un pays comme la Suède, qui pourtant a une tradition social-démocrate, etc., on accepte encore pendant 2 ans de donner de l'argent à ce programme. Ensuite, c'est chaque pays qui se débrouillera avec ses pauvres. Ça, c'est la vision européenne qui résulte de ces arbitrages budgétaires. C'est insupportable et clairement inacceptable, évidemment. Donc il faudra à un moment ou à un autre se mobiliser d'une manière ou d'une autre, d'ailleurs, pour se battre contre ça, parce que c'est pas possible. Si l'Europe doit devenir ça, autant abandonner l'idée européenne. Hein. Il faut se battre pour préserver l'idée européenne, justement, de solidarité, etc. Bon. Et des politiques sociales et tout. Bon. Je termine mon raisonnement. La raison pour laquelle l'écart s'accroît, le grand écart se fait entre les pays riches, néo-mercantilistes, qui ont des excédents commerciaux, qui s'enrichissent donc grâce aux échanges intra-européens, et ceux qui, au contraire, sont en déficit et ont de plus en plus de mal dans la course à la compétitivité, eh bien, ce qui manque, c'est justement ces politiques d'ajustement interne à l'Europe, qui auraient pu être des politiques budgétaires et fiscales communes. Si on avait un budget européen de 5-10%, même pas besoin d'aller jusqu'aux 20% américains, nord-américains, 5 ou 10%, on pourrait faire des politiques de transfert, des politiques d'aide à la réindustrialisation ou du développement du tourisme. La Grèce, son point fort, c'est le tourisme, par exemple. Eh bien, aidons les Grecs à s'équiper en hôtellerie, en moyens de transport, en capacité d'accueil du tourisme, pour qu'ils aient de la devise, pour qu'ils aient des ressources, pour qu'ils créent des emplois à partir du tourisme, etc. Bon. Mais ça, il n'en est pas question pour le moment. Il n'en est pas question. Parce que les ajustements se font essentiellement par des mécanismes de marché et par des aides. Alors, parlons des aides. On pourrait répondre, vous pourriez me répondre, mais attendez, vous venez de me dire que la Grèce va recevoir 34 milliards d'euros, donc tout va bien. Et non, parce que où vont aller ces 34 milliards d'euros? Ils vont repartir aussitôt pour rembourser la dette de la Grèce dans les banques, notamment les nôtres d'ailleurs, hein, et notamment vous, enfin vous et moi, si vous avez des plans d'épargne ou d'assurance vie, peut-être qu'il y a d'abord, il y a de la dette grecque. Hein. Donc, l'idée, c'est que cet argent, eh bien, les banques, BNP Paribas, Crédit Agricole et les autres vont dire, attendez, nous, on veut, comme disait Mme Thatcher, I want my money back, on veut notre argent, donc les 34 milliards, ils vont retourner aussi secs, et seront prêtés aux Grecs, mais immédiatement repartir pour que les Grecs remboursent leurs dettes, et notamment auprès des pays comme les nôtres, qui ont acheté de la dette grecque. Voilà. Et cet argent-là, donc, il ne va pas aller, ou très peu, vers des politiques d'investissement qui permettraient par exemple de développer les infrastructures hôtelières ou touristiques de la Grèce. Et même pire, on a exigé des Grecs, je prends l'exemple de la Grèce parce que c'est le cas le plus criant, mais on pourrait parler de l'Espagne, hein, ou le Portugal, c'est absolument dramatique aussi, mais on leur impose un programme de privatisation tous azimuts. C'est-à-dire qu'on leur dit, votre économie est mal gérée, il y a un pôle d'entreprise publique, et puis pour que vous dégagiez de l'argent, pour rembourser vos dettes, vendez vos entreprises. Vendez, par exemple, l'équivalent de France Télécom. Vendez les compagnies qui distribuent l'eau. Vendez les aéroports, qui étaient publics, l'aéroport d'Athènes, par exemple, etc. Vendez, et comme ça, vous aurez de l'argent et vous pourrez payer vos dettes. Sauf qu'à partir du moment où ils vont vendre, ils vont perdre une partie de leur souveraineté sur leurs entreprises, leur mode de télécommunication ici, et 2, ça va être géré. Vous savez qui achète quand c'est privatisé? C'est même pas des opérateurs, c'est pas toujours des opérateurs industriels, c'est des fonds d'investissement. C'est-à-dire c'est purement des acteurs purement financiers qui sont là uniquement pour avoir du rendement et pas du tout pour s'intéresser au développement local de l'entreprise privatisée. Donc c'est vraiment, et ça c'est l'idéologie néolibérale recommandée par le Fonds monétaire de Mme Lagarde ou par la Commission européenne aussi, hein, qui impose ce type de programme d'ajustement. On appelle le programme d'ajustement structurel.
Donc voilà un petit peu ce qui se passe. Donc, si vous voulez, l'Europe a été construite sur des bases telles que, en privilégiant la monnaie unique qui empêche les ajustements entre les pays, en refusant de construire des politiques publiques, notamment budgétaires et fiscales communes, qui auraient permis de compenser l'absence d'ajustement monétaire, et en décidant de donner le primat à la construction par le marché et par les échanges commerciaux, eh bien, nous amène à cette situation où nous sommes aujourd'hui. C'est-à-dire que la crise européenne, c'est fondamentalement une crise liée à ces déséquilibres profonds entre les pays européens et qui ne cessent de grandir et qui sont liés à des choix politiques qui ont été faits dans l'histoire de la construction européenne. Voilà. Primauté de l'élargissement, primauté du marché, recul des politiques publiques, notamment budgétaires et fiscales, etc. Primauté à la monnaie, etc. Voilà. Et donc, c'est ça qui est le cœur, hein, je pense. Hein. Bon. Aujourd'hui, avant la crise, il y aurait beaucoup d'économistes qui n'auraient pas été d'accord avec moi sur cette analyse. Mais je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, même ceux qui au début ont cru à l'Europe néolibérale, se rendent compte que c'est quand même un échec et donc seraient d'accord avec cette idée-là que cette Europe-là n'est pas viable. C'est-à-dire qu'on est dans un contexte où les inégalités augmentent au sein de l'Europe, les tensions augmentent. Et alors, pour terminer, j'anticipe un peu sur ce que je voulais dire la semaine prochaine, mais c'est important, ça fait partie du tableau, c'est que les choix en matière de politique pour sortir de la crise nous enfoncent encore plus dans la crise. Alors c'est là que les économistes atterrés aussi, dans l'article que je vous ai distribué, vous verrez, c'est comme ça qu'on est né, hein, c'est qu'on était atterrés par les politiques qui étaient menées pour essayer soi-disant de sortir de la crise. En gros, le mot-clé, c'est austérité. Alors, pourquoi austérité? Plus de rigueur salariale pour avoir plus de compétitivité, parce que le coût principal dans les produits, en général, c'est les salaires. Bon, donc si vous baissez les salaires, vous réduisez en tout cas la progression des salaires, vous aurez une meilleure compétitivité. Et deux, austérité budgétaire. Réduisons les dépenses publiques, d'accord, pour réduire les déficits, pour réduire la dette, etc. Sauf qu'en faisant ça, on enfonce l'Europe dans la déflation, c'est-à-dire moins de salaires, moins de demandes, moins de consommation, donc ça déprime l'économie, et aussi moins de dépenses publiques. Du coup, ça déprime l'économie et ça enfonce les économies dans la récession. Quand un pays est en récession, il ne peut plus payer sa dette. C'est un peu vous. Si vous avez de la dette, tant que vous avez un emploi, vous pouvez rembourser votre dette. Le jour où vous perdez votre emploi, vous ne pouvez plus rembourser votre dette. Donc c'est un peu ça, c'est l'idée, quand il y a des récessions, l'activité économique va mal, on ne produit plus assez de richesses pour pouvoir rembourser, et donc c'est contradictoire. On ne peut pas à la fois dire il faut résoudre le problème de la dette, il faut que les pays remboursent leur dette, et en même temps enfoncer ces pays dans la récession. Encore une fois, le cas de la Grèce, c'est vraiment criant, quoi. La Grèce avait un taux de déficit public de l'ordre de 110 à 120% avant la crise de son PIB. D'accord? À la suite des politiques publiques, enfin des politiques qui lui ont été imposées, d'austérité, avec pression sur les salaires, pression sur les dépenses publiques, etc., la Grèce est montée jusqu'à 150%. Donc, loin de décroître, le taux d'endettement de la Grèce a augmenté. Alors là, maintenant, d'après les dernières négociations dont on a rendu les résultats ce matin, 34 milliards d'aides, etc., le plan qu'on impose à la Grèce devrait, je parle au conditionnel, devrait réduire le déficit grec à 124% du PIB. J'ai écouté ça à la radio ce matin. 124%, d'ailleurs, c'est exactement le niveau qu'elle avait avant la crise. C'est-à-dire que, voilà, on revient à la case départ, c'est-à-dire qu'en fait, on fait souffrir le peuple grec, comme on fait souffrir le peuple espagnol ou portugais, mais avec des politiques qui sont, nous on dit ça, on dit que ce sont des politiques contre-productives, c'est-à-dire qu'elles n'atteignent pas, par leur contradiction, le fait que de faire de l'austérité ça empêche de rembourser, elles n'atteignent pas l'objectif visé qui est d'assainir les finances publiques et de rembourser les dettes. Donc, si vous voulez, on est, de ce point de vue-là, atterré par la bêtise et par les contradictions, l'incohérence des politiques qui sont menées, au nom d'une idéologie, hein, parce que vous me direz, mais pourquoi est-ce qu'on mène des politiques aussi aveuglées, aussi... Je pense que derrière, il y a une idéologie dominante qui est de croire, un, que c'est par le marché que ça doit se passer, que deux, il faut réduire la taille des États parce que c'est à cause d'eux que les économies ne fonctionnent pas bien, et qu'il faut réduire aussi les salaires parce qu'il y a eu trop de hausse de salaires, et que c'est ça qui empêche les pays qui ont des problèmes de commerce extérieur d'avoir des excédents. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est la caractéristique aujourd'hui des politiques européennes. Donc il y a un grand mot qui manque. Il y a austérité, mais il y a un autre mot qui aurait pu jouer un rôle important, c'est solidarité. C'est-à-dire que
la solidarité a été très largement absente des politiques qui ont été menées. Alors, Madame Merkel serait là, ou je ne sais pas, M. Barnier, le commissaire européen français serait là, il dirait, mais vous avez tort, c'est pas vrai. Nous faisons des politiques de solidarité. La preuve, on aide les Grecs. Je vous explique qu'on aide les Grecs, pas pour les Grecs, on aide les Grecs pour qu'ils remboursent les banques des pays les plus riches. Donc, si vous voulez, c'est ça la solidarité, ce qu'on appelle la solidarité. La vraie solidarité, ça aurait été de dire, on fait un budget européen, ce budget sera abondé par des ressources européennes, et notamment par une fiscalité nouvelle. Alors, on en parlera la prochaine fois, par exemple, une taxe sur les transactions financières, une taxe écologique, etc. Et à partir de là, on fait de la redistribution, notamment vers les populations et vers les pays ou les régions qui sont les plus frappés par la crise. Ça, c'est la solidarité. C'est pas du tout ce qui se passe. C'est pas du tout ce qui se passe. Donc voilà. Alors pour terminer, parce que je vais laisser la parole ensuite, laisser la parole pour poser des questions et éventuellement me contredire, je dirais qu'il y a trois scénarios. Il y a trois scénarios qu'on peut envisager à ce stade de l'Europe. Comment, vous posez sans doute la question, mais où va-t-on, quoi? Où va-t-on? Le premier scénario, c'est un scénario, on continue à peu près les mêmes politiques. C'est-à-dire pas de changement majeur, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on va de marathon en négociation, on continue à peu près, on essaye de... Il y a eu, vous savez, comme depuis le début de la crise, il y a eu une vingtaine de sommets européens, une vingtaine de sommets. Donc, à chaque sommet, on fait un marathon, on essaye de... Là, on vient de trouver de l'argent pour les Grecs, en leur imposant une austérité encore plus grande, et puis dans 6 mois, les sommets sont souvent... les plus gros sommets, c'est au moins 2 fois par an. Dans 6 mois, il y aura un nouveau sommet au mois de juin, hein, c'est souvent décembre, novembre, décembre et juin. Il y aura un nouveau sommet, vous pouvez être tranquille, où on dira on a sauvé l'Europe, et on va aller comme ça de sommet en sommet, en essayant de replâtrer un édifice qui est très mal en point, quoi. Donc sans changer fondamentalement, même s'il y a quand même des réformes en cours, hein. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de réformes, mais qui vont malheureusement dans le mauvais sens. C'est des réformes, par exemple le pacte de stabilité budgétaire, c'est un pacte qui renforce les mécanismes dont on parlera, j'essaierai de vous parler plutôt la prochaine fois, qui renforcent les mécanismes d'austérité, qui durcit les politiques, donc qui ne changent pas. Il y a notamment cette fameuse règle d'or, qui est de dire que les États doivent avoir un budget équilibré. Un budget équilibré, ce qui pour moi est un non-sens, puisque les États sont par définition des acteurs qui ont besoin de faire des déficits, notamment pour financer des investissements de long terme. Et donc, le déficit, de s'endetter, de faire de la création monétaire, pour le financer, c'est pas du tout une mauvaise gestion, au contraire, c'est très souhaitable. Donc, imposer la règle d'or, c'est considérer qu'on peut appliquer les mêmes règles à un État qu'à une personne privée ou qu'à une entreprise. C'est le raisonnement néolibéral, hein, avec lequel je suis en désaccord total. Les États ne sont pas des personnes privées. Les États ont un rôle différent dans la société, dans les économies. Bon. Et donc, on impose des règles qui enfoncent encore plus l'Europe dans la difficulté. Et donc, ces politiques-là, voilà le premier scénario. Le deuxième scénario, c'est le scénario d'implosion. Il y a 1 an ou 2, disons en 2008-2009, je vous aurais dit que c'était le scénario le moins probable. Aujourd'hui, je pense qu'il a une probabilité très grande, le scénario d'implosion. C'est-à-dire que je ne dis pas que c'est le plus probable, mais je pense que, je sais pas, il y a une probabilité qui est certainement pas de 10%. Une probabilité qui peut être estimée, je ne sais pas, disons, elle est comme ça, un chiffre en l'air, mais qui n'est pas complètement en l'air, 30%, un tiers. C'est-à-dire qu'il y a une chance sur 3, si vous préférez, qu'il y ait une implosion. L'implosion, c'est quoi? Qu'il y ait des pays qui considèrent qu'ils ne peuvent plus rester dans la zone euro parce que c'est insupportable, les contraintes qu'ils sont obligés de subir, le fait qu'ils ne peuvent plus ajuster, qu'ils ne peuvent pas ajuster leur monnaie, et le coût que ça a pour eux en termes social, économiques, etc. Donc, ça peut être la Grèce, ça peut être le Portugal, ça peut être... si c'est des petits pays, ça peut ne pas ébranler définitivement l'édifice européen, c'est-à-dire que toute l'Europe pourrait continuer la zone euro pourrait continuer de vivre, à la limite, sans ces petits pays. Mais si c'est l'Espagne, là c'est la mort, parce que c'est un pays qui pèse beaucoup plus lourd. Si c'est l'Espagne, là c'est la mort, c'est la fin de la zone euro. Mais disons que voilà, tout dépend, vous voyez, de qui sort. Parce que c'est un petit pays, c'est un gros pays, etc. Bon. Ça, c'est le scénario d'implosion qui a une probabilité non négligeable. Et le troisième scénario optimiste, que pour le moment j'ai du mal à considérer comme très très probable, hélas, c'est le scénario qu'on pourrait qualifier de sortie par le haut, c'est-à-dire le scénario où les Européens décident enfin de repartir sur les bases un peu qui avaient existé au début de l'Europe, c'est-à-dire des politiques publiques fortes, communes, avec de la solidarité, avec une volonté de prendre le taureau par les cornes. Et par exemple,
de prendre la question de la transition énergétique par les cordes, en considérant que l'espace européen est l'espace idéal pour traiter ces questions-là, de faire du ferroutage, de faire de la recherche pour des énergies alternatives, etc., etc., et là de relancer l'Europe sur cette base-là, par exemple. Ça serait l'idéal. Ça serait donc la relance de la construction européenne, de l'approfondissement de l'édifice européen qui a été abandonné très largement depuis un certain nombre d'années. Voilà. C'est ça les trois scénarios qu'aujourd'hui on peut envisager, avec une probabilité la plus forte pour le premier, le replâtrage permanent, qui maintient l'Europe dans une espèce de situation de crise larvée permanente. Deuxième scénario, l'implosion, là c'est la crise violente, donc les sorties de pays, et puis sorties de route, comme on dirait en langage automobile, donc ça pète, et puis est-ce que c'est des gros pays, des petits pays? Bon, bien les deux à la fois d'ailleurs. Et puis, c'est la solution numéro 3, c'est le fédéralisme, c'est-à-dire, ou confédéralisme, hein, c'est-à-dire on met en place des institutions communes et on essaie de reconstruire ou de reprendre la construction de la maison commune. Voilà. Je m'arrête là. Et je suis ravi d'entendre vos questions. On va faire une question. Oui, alors. volontiers. On va faire un échange de D'accord. Bon, je voudrais revenir sur la crise des subprimes, Oui. puisqu'en fait la crise des subprimes est une crise qui est liée à des bas salaires et à une situation économique difficile pour des classes sociales aux États-Unis. Et en fin de compte, le système américain a fonctionné en exportant ses déficits vers l'Europe, vers d'autres pays. C'est-à-dire qu'on a déjà une crise là-bas, qui n'est toujours pas résolue, c'est-à-dire ils sont peut-être en train d'en sortir, mais en se défaussant de leurs manœuvres sur les autres. Donc on a un système qui est déjà en problème. Quand on compare aussi avec ce qui se passe au Japon, on s'aperçoit que là-bas il y a une productivité, enfin une augmentation de la productivité du produit intérieur brut de 0,8% depuis des années, et que le Japon étant un pays où il y a un capitalisme fort, qui s'essouffle en fait. Comme aux États-Unis, il y avait un essoufflement. En Europe, on a aussi un capitalisme ancien, relativement développé, qui s'essouffle, et on s'aperçoit que comparativement, il y a des pays jeunes, comme l'Inde ou surtout la Chine, qui eux ont un capitalisme récent, avec une structure différente, et qui peuvent encore continuer, semble-t-il, un certain temps, qui ne sont pas du tout frappés par une baisse ou en tout cas moins importante, puisqu'ils exportaient beaucoup, de leur produit national brut. Alors est-ce qu'on n'a pas affaire à une crise plus profonde, qui est liée aussi au rapport à la planète, à l'augmentation des matières premières? Est-ce qu'on n'a pas affaire à une crise du capitalisme? Comment dire, la crise et des subprimes, et les crises successives financières, et la crise de la dette, est-ce que c'est pas la manifestation d'un phénomène plus profond qui montre qu'on est face à un système économique qui s'essouffle? J'ai lu dans un rapport économique que dans la répartition du PIB, la richesse produite nationalement, en une période d'une douzaine d'années, au tournant du siècle, les salariés avaient perdu 10 points de pourcentage, et la dernière année, 10 points de pourcentage sur un PIB de 2000 milliards, à peu près, c'était de l'ordre de 200 milliards. Mais il n'a pas perdu ces 12 points seulement à la dernière, ces 10 points seulement à la dernière année. Ça a commencé au début de la période de 12 ans, avec 1 point, 2 points, 3 points, etc. Ce qui fait qu'on peut penser que sur l'ensemble, je n'ai pas calculé, mais enfin, sur l'ensemble des 12 années, les salariés se sont vus privés de l'ordre de 1500 milliards.
Alors comment est-ce qu'on fait pour ensuite expliquer que 34 milliards, c'est énorme, c'est pas possible, enfin, etc. Et puis, donc, ce qui serait intéressant, ce serait de savoir à partir de quels moyens, comment ça s'est passé, de quel système, de quel mécanisme, cette transition, cette translation plutôt d'une partie du PIB au détriment des salariés et au bénéfice de la finance, comment ça s'est passé. On a l'impression qu'il y a eu, dans tout l'ensemble du monde économique, il y a eu des pompes à finances un peu installées, du genre, par exemple, le LBO, etc. etc. Voilà. Vous n'avez pas une question, vous, monsieur? Michel, après il y a le monsieur qui est là aussi. Bernard? Monsieur ici. Qui? Bonsoir. Merci pour votre conférence. Vous nous avez parlé d'énormément de choses. Il me semble quand même qu'il y a certains facteurs que vous n'avez pas mentionnés qui sont essentiels pour comprendre l'évolution, comme entre autres la tripartite, où à un moment il y a eu des décisions au niveau mondial, enfin des grands décideurs, il y avait Raymond Barre entre autres qui en faisait partie, d'organiser le monde d'une façon logique, avec des produits qui devaient rester producteurs de matières premières, des pays qui récupéraient l'industrie lourde, comme l'Iran entre autres, et les pays avancés qui ne devaient garder que la technologie et les services. Et ça, c'est au niveau mondial, c'est pas l'Europe où ça a été planifié pour le monde. Mitterrand a été le grand serviteur de ça quand il a liquidé toutes les industries lourdes. Et ça pèse actuellement. Je ne pense pas que ce soit vous parlez de l'Europe un peu comme si les décisions ne se prenaient qu'à ce niveau-là. Mais je pense qu'il y a et vous ne parlez pas des classes. Je crois qu'il y a la classe capitaliste qui est en train de tirer tous les profits de cette crise contre les travailleurs. On a vu Obama qui a sauvé Détroit, à condition de couper les salaires en deux et que les gens n'aient plus le droit de faire grève. Et ça, je crois que la crise, bon, d'un côté, effectivement, il y a la misère, mais il y a aussi ceux qui en tirent un maximum de profit. Au fond, il y a un homme qui est la parole, aidé par la question. Bien, moi je vais vous poser une question un petit peu bizarre, mais depuis, bon, j'ai aussi un petit peu d'heure de route. Parlez bien dans le... Oui, je voulais vous poser un petit peu une question bizarre. Je m'interroge quand même sur la capacité, comment dire, qu'on a, comment dire, que le rôle que jouent les économistes ou la pensée économique dans l'évolution des sociétés dans le monde. Parce que, et notamment, alors je parle en France, je me dis, c'est quand même assez paradoxal de constater que depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, enfin, pour autant que moi j'ai commencé à comprendre et à appréhender la politique, que la pensée économique a un tel poids dans comment dire, dans la conception et l'évolution politique, et à quel point, comment dire, cette pensée est à des milliers de kilomètres des problèmes qu'ont les gens. Et là, je me dis qu'il y a une contradiction complètement majeure entre effectivement le développement de la culture et de la pensée économique, et puis la capacité qu'ont tous ces gens-là et tout le système à faire en sorte que les gens s'approprient au moins un petit peu ces questions-là, et que les économistes eux-mêmes discutent et, comment dire, et critiquent leur propre point de vue au regard des questions qui sont posées par les salariés, et les gens les retraités, les gens de la base. Parce que je pense qu'il y a vraiment, comment dire, quelque chose d'incompréhensible. Et mon dernier point sur cette question-là, c'est comment on peut être encore, comment dire, pour l'Europe, quand on voit depuis 40 ans la façon dont les choses s'enfilent les unes après les autres. Bon, je complète. Pour en arriver là, même s'il y a des luttes sociales en Europe,
on s'aperçoit quand même que depuis des années, il ne se passe pas grand-chose quand même. Donc on a interdit les partis politiques de gauche, alors que je dis bien de gauche à gauche, notamment les partis communistes. Notamment, il faut savoir qu'en Allemagne, il était interdit. Il a été interdit aussi en Allemagne. Et puis, il y a aussi les syndicats qui sont pour aussi cette Europe-là. Je voudrais parler de la CDT en France, qui est pour, par exemple, l'augmentation sur la retraite, sur l'augmentation notamment la sécurité sociale. Mais je vous ai oublié une chose, alors c'est vrai qu'en une heure, on ne peut pas tout dire, mais il y a des syndicats qui financent ces partis politiques, notamment en Allemagne et en Angleterre. En sachant qu'en Angleterre, c'est compliqué d'être en grève, et qu'en Allemagne, ils ont financé... Alors, c'est vrai que les principaux syndicats financent les partis politiques. Ils financent les campagnes, ils financent aussi les partis politiques. Donc c'est une question, ça. C'est une question parce que pendant ce temps-là, on endort complètement les peuples. Est-ce que vous voulez répondre d'abord à cette série de questions ou... Bon, moi j'ai quand même des problèmes avec la conception de l'Europe parce que toutes les directions politiques, qu'elles soient de droite ou de gauche dans cette Europe, ont avalisé, comme tu l'as dit, la loi du marché. Et malheureusement, il y a beaucoup de difficultés, voire dans ce que rappelle derrière que la position des partis politiques de gauche, à se positionner évidemment face au marché. Il y a énormément de difficultés. J'ai l'impression que l'idéologie dominante a attrapé tout le monde. Non, pas tout le monde. Quand même, il y a des pays, il y a l'extrême gauche quand même pas tout à fait pareil que les socialistes. Il faut savoir d'abord ce que c'est que l'extrême gauche et on va le définir. On n'est pas là pour ça. Et ensuite, malheureusement, là où la crise s'aggravant, voir ce qui se passe dans les différents partis de droite en France, ça ne va pas arranger les choses pour la compréhension de l'exploitation et de la misère qui s'installe à une vitesse grand V. Parce que sera fait demain, le 13 ou 14 ? Moi, j'ai extrêmement la trouille pour, comme tu le disais, l'avenir de la jeunesse, et même des travailleurs, car quand même, il en reste encore, heureusement, sinon, c'est eux qui produisent. Hein, pardon. Bon, je vais tenter. Bon, donc merci pour ces questions, parce que je pense qu'elles sont toutes bonnes et importantes. Alors, peut-être pour lever une ambiguïté, comme la semaine dernière, j'avais tenté de faire une présentation globale et systémique en vous parlant de la crise du capitalisme mondial, du rôle des États-Unis, des relations entre les États-Unis, les pays émergents, l'Europe, etc. Cette fois-ci, j'ai essayé de prendre un angle de vue un peu différent et de tenter de répondre à la question, mais comment se fait-il que la crise soit plus grave en Europe qu'aujourd'hui, que dans d'autres régions du monde, y compris les États-Unis d'ailleurs. Ça ne veut pas dire qu'aux États-Unis, il n'y a pas de souffrance, il y a des salariés dont on a baissé les salaires par deux, il y a une grande pauvreté aux États-Unis, au Japon aussi, c'est pas brillant. Bon, mais l'Europe est quand même aujourd'hui, comme nous vivons dans cette région, c'est quand même important de se poser la question, l'Europe est quand même plus frappée par la crise. Donc c'est pour ça que je n'ai pas reparlé, parce que j'avais vu un petit peu discuter la semaine dernière, la question de les États-Unis, l'Europe, etc. Donc, et le Japon, bon, mais je pense que ce que vous avez dit de ce point de vue-là, je suis complètement d'accord, et pareil pour les pays émergents. J'ai voulu me centrer sur l'Europe. Alors, ce qui se passe en Europe, évidemment, n'est pas indépendant de ce qui se passe dans le reste du monde, évidemment. Mais, et l'Europe, alors, est à la fois, c'est paradoxal ce que je vais vous dire, c'est qu'à la fois c'est le pays, c'est la région du monde la plus déprimée, la plus touchée par la crise, la plus fragilisée, et celle qui aura le plus de mal peut-être à sortir de la crise, mais en même temps, c'est, ne l'oublions pas, la région du monde, si on prend les 27 pays de l'Union européenne, la plus riche, si on prend le PIB total, c'est le plus grand espace d'échange, et c'est le plus grand acteur commercial de la planète. C'est-à-dire c'est lui qui fait le plus d'exportations dans le monde, plus que les Chinois, plus que les Indiens, plus que les Brésiliens, etc. Bon, perdons pas de vue de ça non plus. Donc on est quand même un pays, une région, malgré la pauvreté qui y sévit, riche,
qui exporte, qui est très puissante, qui compte donc, dans le monde, sauf qu'aujourd'hui, elle est dans une crise. Et c'est vrai qu'il y a un affaiblissement relatif de l'Europe, et il y aura un affaiblissement de plus en plus important. Ça ne veut pas dire qu'elle va devenir un pays sans importance, une région sans importance, mais il y a un affaiblissement relatif si les autres font mieux que nous dans la sortie de crise, y compris les États-Unis et, a fortiori, la Chine, l'Inde, le Brésil, l'Argentine, etc. Si ces pays se développent plus vite, ou ont des politiques meilleures, l'Europe va s'affaiblir en termes relatifs. Mais bon, alors simplement, moi je vous dis, ma préoccupation, je pense en tant qu'Européen, c'est pourquoi la crise est plus grave chez nous. Et ça me permettra de répondre tout de suite aussi à donner des éléments de réponse à la dernière question. Dans ce contexte, faut-il abandonner l'Europe? Faut-il dire, on laisse tomber, le modèle l'Europe c'est fini, ça a échoué, au revoir l'Europe. Là, il y a deux positions là-dessus. La position qui consiste à dire cela, c'est l'Europe ne nous apporte plus rien, au contraire, c'est un facteur aggravant et il n'y a plus d'espoir, abandonnons. Bon. Je vous ai dit, moi, dès le début de ma présentation, que ce n'est pas ma position. C'est pas ma position, alors peut-être que je suis naïf ou que je suis idéaliste. Moi, j'ai encore confiance dans la possibilité que l'Europe redémarre sur des bases. Ce ne sera jamais parfait. Hein. Bon, tant qu'on est dans le régime capitaliste, ce ne sera jamais parfait, mais que l'Europe redémarre sur des bases plus satisfaisantes, si jamais. Vous savez, les crises, regardez ce qui s'est passé après la crise de 29. Hein. Il y a eu des sursauts de politique. Regardez aux États-Unis, le New Deal, la social-démocratie est née quelque part de la crise des années 30. Alors, la vraie social-démocratie, pas le social-libéralisme de ceux qui s'appellent sociodémocrates aujourd'hui en France, par exemple. Celle qui réforme vraiment, qui contrôle la finance, etc. Donc, je pense que la crise peut amener des changements politiques importants, dans le mauvais comme dans le bon sens. D'ailleurs, ça peut être les mouvements populistes qui l'emportent, ça peut être la droite de la droite, hein. On voit aujourd'hui les dangers dans ce domaine, mais ça peut être aussi un sursaut, une reprise par les partis progressistes, les vrais partis progressistes, et appuyés surtout, et poussés, je dirais même plus qu'appuyés, par le mouvement social. C'est aussi une possibilité. Donc voilà. Alors moi, je n'abandonne pas l'idée d'Europe, d'autant que dans la guerre commerciale et la guerre, disons, quasi politique que nous menons, hein, une guerre d'influence avec la Chine, avec l'Inde, avec pas l'Inde encore les moins présentes, mais avec les États-Unis, etc. C'est pas mal d'avoir un espace économique fort pour faire pièce face à, plutôt que des petits pays divisés, face à des mastodontes. Donc c'est pas l'idée d'essayer de rester unis en essayant de réformer évidemment cette Europe, ça me paraît, dans la mondialisation d'aujourd'hui, est un projet quand même qui a encore un sens. Voilà. Mais bon, je conçois qu'on puisse en discuter, hein, et ne pas être d'accord. En tout cas, personnellement, c'est ma position. Alors, oui, la baisse de la part des salaires, c'est quelque chose qui est général, à des degrés divers. Hein. Il y a des différences entre les régions et les pays, mais en gros, entre les États-Unis, le Japon, l'Europe, par exemple, on a, je vous l'ai dit la dernière fois, on a une baisse générale de la part des salaires dans la valeur ajoutée, dans le PIB. Ça, c'est un mouvement général. Pourquoi? Parce que les capitalistes ont créé un rapport de force qui leur est favorable, et ils ont pu obtenir comme ça une augmentation de la part des revenus du capital au détriment de la part qui revient au salaire, et que ça, c'est la caractéristique de ce capitalisme d'aujourd'hui, que j'ai appelé le capitalisme financier, ou dominé par la finance. C'est très clair, et l'Europe participe, comme les États-Unis, comme le Japon, à ce modèle, avec des nuances et des différences. Hein. Alors les pays émergents dans tout ça, les pays émergents, vous avez eu raison de dire qu'ils sont des pays capitalistes jeunes, et qu'ils ont aussi d'ailleurs inventé de nouvelles formes de capitalisme. Le capitalisme chinois, je crois la dernière fois j'ai employé ce terme, le capitalisme d'État. C'est un capitalisme avec un pays, avec pour le moment en tout cas un parti politique communiste fort, un État fort, mais un secteur privé qui se développe rapidement, et donc il y a pour le moment une coexistence dont on se demande d'ailleurs comment elle va continuer dans le futur, donc l'avenir est tout à fait incertain de ce point de vue-là en Chine. Hein. Est-ce que le parti dominant va continuer à rester dominant, avec la poussée des classes moyennes, avec la montée du capitalisme privé et sauvage qui existe en Chine aussi? C'est pas sûr. Hein. Donc, oui, il y a vraiment des capitalismes. La dernière fois, je crois que j'ai employé ce terme de guerre des capitalismes. C'est-à-dire qu'il y a des capitalismes différents, le capitalisme anglo-saxon, plutôt ouvert sur le marché, le capitalisme européen continental, Allemagne, France, qui reste encore, même s'il a beaucoup évolué, avec un État qui joue un rôle important, quoi qu'on en dise.
le capitalisme chinois qui va encore beaucoup plus loin dans le rôle de l'État. Chaque pays a son modèle, et que ces modèles s'affrontent sur la scène internationale. C'est clair qu'il y a un affrontement, une zone d'influence, des luttes. Par exemple, pour l'approvisionnement en énergie, en matières premières, regardez ce qui se passe en Afrique aujourd'hui. Il y a un terrain d'affrontement entre les Chinois qui cherchent à contrôler de plus en plus certaines ressources en matières premières, qu'ils n'ont pas en énergie, les Européens qui sont toujours là, notamment la France, ancien pays colonial, qui va au Niger ou dans d'autres régions proches comme le Mali aussi pour préserver les mines d'uranium, etc. Donc c'est des chasses gardées, où ils essayent de garder leurs chasses, ils n'y arrivent pas vraiment, heureusement d'ailleurs, parce que les pays se défendent, mais il y a ça. De toute façon, oui, il y a une lutte des capitalismes, mais l'Europe est présente dans ce modèle mondial. Je suis complètement d'accord. Alors, la question sur le rôle des économistes. Il y a eu, je pense, quand même un progrès intéressant ces derniers temps grâce à un film et un livre. Il y a eu le film, je ne sais pas si vous l'avez vu, même 2 films, on en parlait je crois la dernière fois, Les Nouveaux Chiens de Garde, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui montre le rôle des médias et des économistes. Les économistes dans les médias, mais comme les médias sont un moyen d'influence très important. Et puis il y a aussi, comment il s'appelle, Inside Job. Donc Inside Job, c'est un film américain sur les économistes aux États-Unis, que vous pouvez voir sous-titré, sur la collusion qui existe en France comme aux États-Unis, et c'est un peu le thème de ces 2 films, entre une grande partie des économistes, notamment ceux qu'on voit dans les médias, ou ceux qui sont près des gouvernements, ou qui travaillent dans les banques, etc., qui sont effectivement majoritaires. Ou en tout cas, c'est eux qu'on voit le plus dans les médias, c'est eux. Tiens, d'ailleurs, à cette heure-ci, vous allez louper, moi aussi, une émission sur la S4, mais vous pourrez la regarder demain, dans laquelle j'ai participé d'ailleurs de manière contradictoire avec des économistes qui sont dans le système, où on parle de la crise. Ça s'appelle La bout de crise ou un truc comme ça. Vous pourrez le regarder demain, si vous pouvez, comme on dit, podcaster l'émission. Sur la 4. Ouais. Donc, nous, on est minoritaires, les économistes atterrés par exemple, ou les économistes d'attaque, on est les intermondialistes, ou les économistes du parti de gauche, ou les économistes, etc. On est du front de gauche, on est minoritaires. Mais c'est vrai que